What's up guys? Bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais tout simplement t'expliquer comment j'ai fait pour trouver mon appartement à Montréal en étant toujours en France et en même temps je vais t'expliquer tout le process pour pouvoir trouver mon appartement tout court. Voilà. Donc j'ai ajouté un micro à la caméra donc j'espère que le son sera meilleur que la dernière fois. On va voir, on va faire le test. J'ai fait une petite liste pour te mettre vraiment tous les détails. N'hésite pas pour autant à me poser tes questions en commentaire. Si jamais il faut que je complète, je serai ravie de compléter. Alors avant de commencer la vidéo, petit récapitulatif, si tu ne me connais pas, je suis Yael Nelly, je suis entrepreneur, business coach et j'aide les entrepreneurs à lancer leur entreprise. Ça c'est mon métier. Entre temps, j'ai déménagé récemment au Canada et je te partage tout le process. En fait, cette chaîne, c'est surtout une chaîne de vlog pour documenter un petit peu les parties intéressantes de ma vie et voir si ça peut t'aider de ton côté à trouver une nouvelle vocation, à te donner envie d'expatrier et tout ce que tu veux autour. Alors, j'ai un 43 mètres carrés en centre-ville à Montréal, proche du métro et des commodités, c'est-à-dire que je peux faire les courses à pied, aller prendre le métro juste à côté et être directement en plein centre-ville. Je suis vraiment bien placée. Je vais te donner toutes les garanties qu'il y a dans cet appartement du coup dans la suite de la vidéo, mais déjà pour pouvoir mettre un petit peu le contexte. J'ai fait d'ailleurs un studio tour dans la vidéo précédente, donc si tu veux aller le voir pour voir à quoi ressemble l'appartement et le début d'aménagement, n'hésite pas à aller voir la vidéo précédente, je te l'ai mis ici avec le petit i là, qui va apparaître quelque part par là. Alors, petit disclaimer avant de commencer, la plupart du temps, tu vas voir qu'on te conseille de trouver un appartement une fois que tu es sur place, parce que premièrement, ça peut être parfois plus simple, parce que en général, les appartements sont prêts immédiatement, ça permet d'être plus réactif, et deuxièmement, c'est pour éviter les arnaques, parce qu'il y a des gens qui se font en fait des fois arnaquer en avançant de l'argent avant d'être sur place. Donc ça, on va en parler également dans la suite de la vidéo, mais fais très attention à toi dans tout ce que je te partage, sois quand même hyper prudente pour éviter de te faire avoir. Donc, on va commencer par les recherches. Donc, en fait, il existe plusieurs sites pour pouvoir trouver ton appartement à Montréal. Moi, personnellement, je n'ai utilisé que le site Kangaloo. Donc, je t'écris sur l'écran. C'est un peu l'équivalent, je pense, de seloger.com. Je suis partie du fait, de passer par une agence, justement, parce que je trouve que ça évite quand même pas mal d'arnaques de passer par une agence plutôt que de passer directement de particulier à particulier. Sachant que, en plus, quand tu passes par une agence au Canada, tu ne payes pas l'agence, contrairement à la France. Ça, c'est super cool. Donc, mes critères à moi, c'était d'avoir un condo. Donc les condos en fait ce sont des complexes. En gros ce sont des bâtiments dans lesquels tu as en fait des appartements qui sont en général semi-meublés dans le sens où tu as la partie électroménager qui est présente et toutes les meubles de cuisine en général qui sont présents également. Tu as des parties communes qui vont être disponibles telles que piscine, salle de sport, commune, enfin bref, tu as plein de choses. En plus la plupart du temps c'est des appartements assez modernes etc. Pour moi c'était vraiment le type d'appartement que je voulais avoir. Ensuite au niveau du budget, je m'étais mis un max de $1 300, donc c'est entre 800 et 900 euros, sachant que ça faisait quand même un grand changement pour moi parce qu'avant j'habitais pas sur Paris, j'habitais en région parisienne et bien proche campagne, tu vois, et là pour le coup je suis en plein centre-ville, donc évidemment que je m'attendais pas à avoir le même loyer que ce que j'avais avant. Important également pour moi, comme je disais au départ, que ce soit proche des commodités, du métro, etc., parce que je n'avais pas prévu de prendre de véhicule en étant sur place, donc forcément il faut que je puisse faire tout ce que je veux à pied à partir de mon appartement. Et le dernier critère qui est important pour moi, c'est d'avoir quand même une assez belle vue et d'avoir surtout une bonne luminosité. Mon ancien appartement, du coup, en région parisienne, avait une très mauvaise luminosité. Ça me posait vraiment problème. C'est-à-dire que des fois, j'étais obligée d'allumer la lumière en plein jour, tu vois. C'était un peu compliqué parce que je t'avoue que pour avoir une très belle vue, en général, faut vraiment mettre le prix. Et donc, je me suis dit, juste, j'ai pas envie d'être en face d'un bâtiment, de pas voir le ciel et de rien avoir autour. Au final, comme tu as pu le voir dans ma vidéo précédente, j'ai quand même une vue que je trouve très belle parce que j'ai des bâtiments vraiment typiques montréalais en face de moi, plus un beau petit, comment on dit ça déjà, plus un beau petit panorama de Montréal, etc. Enfin bref, donc j'aime beaucoup la vue que j'ai actuellement et donc sur ça je suis quand même assez satisfaite, mais ça faisait vraiment partie de mes critères. Du coup pour en revenir aux recherches, je me suis connectée sur le site Kangaloo et en fait j'ai tout simplement regardé ce qui me paraissait bien. Vu que je savais que j'arrivais en février, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose qui soit prêt pour février. Pourquoi? Parce que en fait le problème c'est que ce que je voulais pas en tout cas, c'est de payer un Airbnb, tout simplement. Je voulais pas payer un Airbnb, je me disais, quitte à mettre de l'argent, je préfère arriver directement dans mon appartement. Comme ça, je paye directement le loyer de mon appartement et je me retrouve pas à payer un Airbnb à 1000 et quelques euros pour 2 semaines. Parce que je voulais pas arriver dans un Airbnb, me mettre à payer 1000 euros pour 15 jours et de me dire que si jamais je trouve pas tout de suite, je vais devoir encore mettre de l'argent sur la table. Je me suis dit, ce serait juste hyper stressant d'être dans cette condition-là. Il y a plein de personnes qui font comme ça et franchement, c'est un chapeau. Mais moi, je me
me suis dit non, si c'est pour angoisser tous les jours de ma vie à partir du moment où j'arrive au Canada, ça sert strictement à rien. Et j'ai commencé à regarder les appartements qui étaient disponibles en février. Et je tombe sur le complexe là d'unité dans lequel je vis, donc dans ce condo. Et en fait, c'était du coup un bâtiment encore en construction. Et je me suis dit ah, ça c'est le bon plan. Pourquoi? Parce que premièrement, un bâtiment en construction, quand tu signes un bail avant la livraison, les loyers sont beaucoup moins élevés qu'après la livraison, une fois que les appartements sont prêts. Donc je me suis dit que comme ça, je vais pouvoir avoir un loyer beaucoup moins élevé que ce que je suis censée avoir ou que ce que j'aurais sur des logements qui sont déjà prêts. Deuxièmement, je me suis dit, il faut que je réussisse à convaincre quelqu'un de me faire des visites virtuelles, étant donné que je ne suis pas sur place, je ne suis pas à Montréal. Où est-ce qu'on fait des visites virtuelles si ce n'est dans un appartement en construction? Du coup, ça colle totalement avec ma situation. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un email. L'agent qui s'occupait du coup des unités m'a contacté. Les unités, en fait, ce sont les appartements. M'a contacté et en fait m'a proposé du coup une visite virtuelle. Donc là, je te mets des petites images de la visite virtuelle que j'ai eue avec cet agent. Donc, faut savoir. Ça, c'est hyper important. La visite virtuelle, elle était hyper professionnelle. Il s'était connecté avec son adresse email professionnel. Il était présent dans le bâtiment, dans son bureau, avant même d'aller vers l'appartement. J'avais son nom, son prénom, nom et prénom que je suis allée vérifier ensuite sur Internet. Je l'ai retrouvé sur LinkedIn. J'ai retrouvé sur le Instagram de son agence immobilière. En plus, c'était vraiment une agence qui datait, hein, c'est pas un truc qui avait été créé 2 mois avant la visite virtuelle, donc ça faut faire attention également. Je lui ai demandé est-ce que je pouvais filmer la visite, il a été d'accord, donc il savait que son visage serait enregistré sur quelque chose et il a été d'accord avec l'idée. Donc tout ça, c'est quand même des éléments hyper importants pour te dire que c'est quelque chose de sérieux. Jusqu'ici, je n'ai avancé aucun argent. Et ça, c'est hyper important de ne jamais avancer d'argent avant d'avoir signé ton bail. Un élément qui est aussi très important, c'est de faire attention au retard par rapport à ton projet parce que les bâtiments en construction, en général, beaucoup de retard. Moi, l'avantage, c'est que la construction, finalement, a même eu de l'avance. Et ça, je l'ai demandé tout de suite à l'agent immobilier. Je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai dit, OK, moi, je vais mettre les pieds à telle date, à Montréal, le soir même, je veux dormir dans mon appartement. Donc, c'est hyper important pour moi de savoir si l'appartement sera réellement prêt à cette date ou si vous constatez un retard pour que je puisse m'organiser. Il faut pas que j'arrive et qu'on me dise que l'appartement n'est pas prêt, etc. Et en fait, il était hyper sûr de lui, il était tellement sûr de lui qu'il a ajouté en fait cette clause dans un document supplémentaire qu'il a ajouté au bail pour dire que dans tous les cas, je serai logée à partir de ma date d'arrivée. Et il m'a dit si vraiment, au pire des cas, mon unité n'était pas prête à mon arrivée, qu'il me prêterait une unité en attendant. Et ce qui fait que j'aurais dans tous les cas, je serais dans mon condo, enfin dans le bâtiment, et j'aurais plus qu'à attendre que mon unité soit prête. Et heureusement, pour moi, l'unité était de toute façon prête à mon arrivée. Mais ça, c'est hyper important d'être au clair avec la personne avec qui tu parles pour avoir des garanties. Et à chaque fois que tu as une garantie, il faut que ce soit écrit, noir sur blanc et signé. Parce que sinon, c'est vraiment une galère. Enfin, si tu arrives sur place et que tu te rends compte que finalement, tu dois quand même prendre un Airbnb, je pense que ça doit bien être énervant. Tu vois. Donc ensuite, les garanties. Donc, qu'est-ce qu'on m'a demandé du coup pour pouvoir accepter mon dossier? Et ça, c'est une partie qui est quand même vachement importante parce que les informations que je vais te donner ici, j'ai eu du mal à les trouver sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'était pas forcément hyper partagé et c'est un peu dommage parce que quand t'es dans ce process de déménagement, t'as envie d'avoir toutes les infos. C'est hyper flippant en fait. Moi personnellement, c'était hyper angoissant pour moi et j'avais envie d'avoir toutes les infos. Bon, il y a des choses que tu peux pas prévoir, mais autant prévoir ce qui est prévisible. Okay. Moi, personnellement, j'avais pas de bulletin de salaire, étant donné que je suis entrepreneur et que de toute façon, ils te demandent des bulletins de salaire canadiens et donc, vu que tu arrives au Canada, tu n'en as pas. Deuxièmement, on te demande un crédit score. Donc, le crédit score, c'est un score que tu as avec ta banque canadienne. Donc, en fait, c'est lié à ta carte bancaire. Donc, ici au Canada, comme aux États-Unis, ils n'utilisent pas uniquement des cartes de débit, ils utilisent également des cartes de crédit. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce que nous, on a en France, qu'on appelle les prêts renouvelables, les crédits renouvelables. Et ça, en fait, c'est courant ici au Canada et je pense que c'est courant dans l'Amérique du Nord en général. Et en fait, au lieu d'utiliser ta carte de débit, donc la carte de débit, elle vient prendre de l'argent que tu as déjà sur ton compte, tu utilises ta carte de crédit. La carte de crédit vient prendre de l'argent que tu n'as pas. Enfin, même si tu l'as, en fait, elle vient prendre de l'argent sur donc une sorte de mini-crédit. Et en fait, pourquoi tu utilises ça? Parce que même si tu as l'argent, en fait, ton banquier, enfin moi, ma banquière, du coup, j'ai eu mon rendez-vous à la banque, etc. D'ailleurs, tu me diras si tu as envie d'un plus d'infos sur le système bancaire ici. Mais en gros, elle me disait que
me conseillait d'utiliser cette carte parce que c'est cette carte qui va créer un crédit score. Et le crédit score, il est là pour dire si tu es un bon payeur ou un mauvais payeur. Quand tu vas faire des démarches type avoir un prêt immobilier, avoir un crédit à la consommation, avoir un appartement, louer un appartement, on va regarder ce crédit score parce qu'on va se dire s'il a un bon crédit score, c'est que c'est un bon payeur. Donc on va moins regarder tes revenus comme en France. On va se dire en France on est plus sur s'il touche 3 fois le loyer qu'il doit payer, logiquement il est censé payer en fait ses loyers. Là en fait on est plus sur quelle que soit la somme qu'il va toucher, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de payer ce qu'il a à payer, c'est un bon payeur. Donc, quelle que soit la somme qu'il va gagner, il va avoir cette conscience de je dois payer ce que j'ai à payer, puis rembourser mes dettes, etc. Donc, bien évidemment, quand tu arrives dans le pays, t'as pas de crédit score non plus. Donc ça, c'était les 2 garanties qu'on me demandait, mais que je n'avais pas en tant que PVTiste. Donc, une fois que tu dis à la personne, je n'ai pas de crédit score et j'ai pas de bulletin de salaire, ton dossier est en réalité refusé. Sauf que, au lieu que ton dossier soit juste refusé, qu'on te dise, désolé, on va pas pouvoir continuer ensemble, on te dit, ok, le dossier est refusé, donc maintenant on va rentrer dans une autre catégorie où on va te demander des garanties qui vont faire que malgré le fait que ton dossier soit refusé, on va quand même l'accepter. Un peu comme si tu faisais appel, tu vois, à ton dossier de location. Ce qu'on m'a demandé, c'est d'avancer. Alors, on te le demande pas directement, mais c'est sous-entendu en soi, et c'est comme ça en fait que ça a fonctionné. Après avoir fait des recherches, je me rends compte que je suis pas la seule et que c'est vraiment dommage de pas en parler davantage. Mais on va te demander d'avancer des loyers supplémentaires, pas des loyers supplémentaires, pardon. On va te demander d'avancer des loyers d'avance. Donc, tu ne payes pas de caution parce que il y a pas le système de caution ici au Canada comme on a en France. Ensuite, on te la rend à la fin, etc. Donc, il y a pas de caution. Par contre, on peut te demander de payer des loyers d'avance. Ça, ils te le demandent. Et donc, comment ça se passe? Moi, par exemple, ils vont te demander en général, d'après ce que j'ai compris, c'est ça qu'ils demandent. Ils te demandent 4 loyers d'avance. 4 loyers d'avance en fonction du prix de ton loyer, forcément, ça peut chiffrer assez rapidement. Quelque part, au départ, je me suis dit, c'est pas très grave, t'économises, tu fais tes 4 loyers d'avance, et puis comme ça, t'es tranquille pendant 4 mois. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, parce que non seulement on te demande 4 loyers d'avance, mais en général, c'est 3 loyers sur la fin du bail et un loyer uniquement en début de bail. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que du coup, tu dois économiser non seulement pour tes loyers quand t'arrives, mais en fait, il y a une partie de tes économies qui sont en fin de bail. Et ta fin de bail, elle arrive dans un an, c'est pas ce qui te préoccupe tout de suite. Ce qui te préoccupe, c'est tes premiers mois quand tu vas arriver, quand tu vas t'installer, quand tu vas commencer à faire tes recherches d'emploi, etc., etc. J'ai pas mal négocié certaines choses, mais je te le dis juste après, dans la partie après, je te dis tout ce que j'ai pu négocier. Ils m'ont demandé également une preuve de fonds, donc un document bancaire. Moi, c'était vraiment une capture d'écran où on voit du coup mon nom et la somme qui est présente sur mon compte. Donc, on te demande une preuve de fonds pour savoir si tu vas pouvoir subvenir à tes besoins. Donc, on m'a pas demandé d'avoir une somme particulière. Ils te précisent pas, on voudrait que vous ayez telle somme. Donc, je peux pas te dire quelle somme tu es censé avoir. Pour venir en PVT au Canada, on te demande d'avoir $2 500 minimum sur ton compte. Bien évidemment que ce n'est pas suffisant. Bien évidemment que je ne te conseille absolument pas de faire ton voyage avec $2 500 parce que, voilà, bon, $2 500 sur ton compte quand tu voyages, si t'as déjà payé tes loyers d'avance, si t'as déjà fait des choses, payer des trucs d'avance, forcément ça peut le faire, mais si c'est pas le cas, ne serait-ce que tes 4 loyers, tu les payes pas avec $2 500. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire si tu veux une vidéo sur le budget, les dépenses que j'ai pu faire dans mon installation au Canada. Au niveau de la négociation, ce que j'ai réussi à négocier, et je te le partage ici pour que tu puisses le négocier aussi de ton côté, parce que c'est hyper important d'essayer toujours de négocier un petit peu ce qui est avantageux pour toi. Donc déjà au niveau des loyers d'avance, j'ai réussi à négocier 2 mois au début et 2 mois seulement de fin, et non pas 3 et 1, parce que c'était un peu complexe au niveau du budget de tout mettre en fait à la fin du bail. Et j'ai négocié également 1 mois gratuit, parce que ça je l'avais vu également dans une vidéo. Il faut savoir que le mois gratuit en question ne fait pas partie de ton bail. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu vas quand même payer 12 mois, mais c'est ce qu'ils appellent une entrée hâtive ou une entrée accélérée. Ça veut dire que tu vas entrer dans ton logement et en fait, tu vas rester dans ton logement avec 1 mois gratuit et ton bail va réellement commencer 1 mois après ton entrée dans le logement. Et c'est ça qui fait que tu as 1 mois gratuit. Et c'est hyper intéressant parce qu'on passe de devoir payer 2 500 € de Airbnb pendant 1 mois à 1 mois gratuit en arrivant directement dans ton logement. Et donc ça, niveau budget, sincèrement, ça change tout. J'ai fait une catégorie du coup budget, j'avais oublié. Donc en fait, ça va vraiment dépendre des personnes. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est de ne pas être en dessous de 6 000 €. Moi, j'ai vraiment tout aménagé d'un coup parce que je travaille de la maison et que du coup, j'ai besoin que ce soit aménagé. Mais tu peux très bien commencer en ayant juste un canapé et un lit, tu vois. On s'en fiche, tu vois.
L'idéal, c'est que ton installation se passe bien, que ton arrivée se passe bien, que ton voyage se passe bien, que tu as un toit sur la tête, que tu puisses manger. T'as pas besoin de que tout soit aménagé d'un coup. Moi, il y a pas de déco, comme tu peux voir, il y a aucune déco encore dans mon appartement et je suis pas pressée d'en faire. J'attendrai de renflouer les caisses et puis ensuite je ferai la déco. Donc faut vraiment pas partir en te disant waouh, je vais arriver, je vais avoir exactement le même confort qu'en France. Non, t'as quitté tout ton confort de France, mais le confort que t'as en France, tu l'as acquis sur des années. Tu sais, c'est de l'accumulation. Tu t'es installé. Déjà quand t'es parti de chez tes parents, ben forcément t'as pris des choses qui étaient déjà de chez tes parents, que t'as mis dans ton appartement, puis t'as rajouté des meubles, puis t'as redéménagé, puis t'as rajouté. Voilà, c'est du temps en fait. Et faut pas te dire, faut avoir conscience que quand tu vas arriver, tu repars en fait de zéro et que tu n'auras pas tout le confort que tu avais avant, mais c'est pas grave, tu vas le reconstruire en fait au fur et à mesure. Mais ça reste quand même une super expérience parce que tu as quand même franchi le pas et tu es quand même arrivé dans ce nouveau pays et tu es quand même en train de vivre une superbe expérience et ça même si t'as pas tous les meubles que t'avais quand t'étais en France, quoi. Ça, c'est vraiment pas le plus important. Soit tu trouves ton appartement en avance comme ce que je te raconte là avant de partir et donc du coup tu sais déjà ce que tu vas payer pour ton appartement et donc tu peux faire des économies en plus uniquement pour le voyage, uniquement pour l'aménagement, etc. Soit tu sais pas, tu vas trouver ton appartement sur place, prévois s'il te plaît ses loyers d'avance. Prévois ses loyers d'avance parce que tu risques d'être en difficulté. Parce que si tu trouves un appartement qui n'est pas de particulier à particulier, que tu trouves uniquement des condos qui te plaisent et qui sont dans ton budget et qu'on te demande des loyers d'avance, que tu te retrouves à ne pas pouvoir en prendre et à devoir du coup aller en colocation, le temps de mettre de l'argent de côté pour pouvoir prendre un condo comme ça, pour pouvoir construire ton crédit score, ça risque de changer un petit peu l'expérience, je pense. Donc, un petit inconvénient quand même, parce que c'est pas que du positif, du fait de trouver son appartement avant de partir, c'est que quand tu arrives directement dans ton appartement, mais tu arrives dans un appartement vide. Donc, contrairement à quand tu arrives dans un Airbnb où tu as déjà tout ce qu'il faut, donc tout ce qu'il faut pour te doucher, pour aller aux toilettes, pour dormir avec une couverture en lit, etc. Bah, tu n'as rien de tout ça, en fait, à ton arrivée. Et c'est hyper compliqué au début. Moi, je voulais prendre un matelas gonflable, impossible de le faire entrer dans ma valise parce que sinon, ça a rajouté trop de poids et je t'assure que c'est un calvaire pour faire ses valises, pour partir en PVT parce que t'as tellement de choses auxquelles tu dois renoncer. C'est super dur de mettre toute ta vie dans deux valises et franchement, partir avec des colis, des cartons, j'ai fait le test, c'était tellement cher que je me suis dit non, je vais pas dépenser autant d'argent, je vais renoncer à certaines choses et je vais partir avec le strict minimum et c'est déjà hyper dur donc t'as pas la place pour pouvoir mettre en plus de ça une couette et un matelas gonflable. Donc l'avantage, bien évidemment, les avantages, ça va être pas de Airbnb à payer parce que alors, moi je suis à Montréal, donc après ça dépend de là où tu vas, mais je pense que ça doit être un peu partout pareil. C'est excessivement cher, donc c'est de l'argent perdu, du budget de perdu pour ton aménagement et pour tout le reste. L'autre avantage qui est considérable, c'est que quand tu arrives. Donc le seul stress que j'ai eu moi, c'est vraiment le stress de aménager l'appartement, de trouver les meubles, de regarder les prix. Donc voilà, c'est pas non plus le truc hyper stressant. Quand j'ai fait tout ce process, que je suis arrivée, j'étais tellement fatiguée, il y avait toute l'angoisse par laquelle je suis passée pour vendre les meubles, machin. J'étais exténuée et j'avais absolument pas envie de me mettre dans des recherches d'appartements. Donc vraiment, encore une fois, les personnes qui ont fait ça, chapeau. Vous êtes vraiment courageuse, mais je t'assure que quand t'arrives, t'as aucune envie de te mettre dans une angoisse de maintenant, il faut que je cherche un appartement. Maintenant, je vais te donner un peu plus de spécificité sur l'appartement, ce qui est inclus, le prix, etc., etc. Donc, c'est un appartement de 43 mètres carrés, comme je t'ai dit. Au départ, c'est un studio, donc il n'y a pas de chambre séparée. Par contre, ça reste un appartement de 43 mètres carrés, donc bien évidemment, il y avait la place pour mettre vraiment tous les éléments. Donc, je suis proche du métro, je suis proche des commodités, des magasins, de la banque, enfin bref, je suis proche de tout, je peux tout faire à pied, donc ça c'est hyper pratique. Il y avait 5 électroménagers inclus, donc le frigo, le four, le micro-ondes, le lave-vaisselle, plus la laveuse sécheuse. Donc on dira même 6 électroménagers. Il y a les salles communes, donc moi je n'ai pas de piscine en fait dans ce condo, donc ça c'est trop dommage, mais après c'est plus pour le fun, tu vois, parce que me connaissant moi et à elle, j'aurais été dans la piscine peut-être à son ouverture quand il n'y a pas encore beaucoup d'habitants, mais une fois que les gens auraient commencé à utiliser la piscine, non, je ne serais pas allée dans la piscine. Donc dans tous les cas, c'est pas très grave. Mais ouais, j'avais envie de faire des photos genre dans la piscine et tout, mais bon, il n'y a pas de piscine ici. Par contre, on a la salle de sport, une salle de sport qui est dans le condo. On a également une salle de coworking. On a l'impression que c'était un truc fait pour les entrepreneurs parce que tu as la salle de coworking, tu as des salles de réunion que tu peux réserver pour faire des petites réunions d'équipe, etc. Tu as des salles de conférences. Ça, c'est un truc de ouf. Quand on m'a dit ça, je dis quoi? Mais c'est trop bien. Tu as des salles de conférences que tu peux réserver également. Ensuite, tu as des salles type grande salle à manger pour inviter ta famille et tout, comme si tu avais vraiment
vraiment un grand espace. T'as aussi une terrasse qui a pas fini d'être construite, une grande terrasse pour faire des barbecues. T'as une pépinière pour pouvoir cueillir des fruits. Ça, c'est un truc de malade aussi, mais ça sera prêt uniquement cet été, je pense. T'as énormément de choses assez sympas, du coup, dans les parties communes, assez intéressantes. Donc voilà, c'est encore un petit peu en travaux, mais en tout cas, tout ça est inclus et est disponible pour les locataires, et ça, c'est vraiment, vraiment bien d'avoir tout ça disponible directement dans ton logement, quoi. C'est vraiment cool. Ensuite, au niveau de ce qui est inclus dans mon loyer, en fait, j'ai la Wi-Fi qui est inclus, donc avec la fibre, donc ça, c'est hyper cool. Donc je ne paye pas en fait internet ici parce que j'ai pris une Smart TV, ce qui fait que de toute façon, comme je regarde pas la télé type TNT ou quoi que ce soit, en fait finalement je ne paye rien au niveau de la Wi-Fi. Je paye juste mon téléphone parce que ensuite je me connecte sur Netflix, sur Prime, etc. Donc oui, je paye Netflix et Prime, mais de toute façon, même en ayant la télé, je paye de toute façon Netflix et Prime, et je suis tout le temps que sur Netflix et Prime. Ça vaut le coup parce que la Freebox ça coûte 15. Enfin moi j'avais pris la moins chère à 15 et quelques euros. Je sais pas, c'était 1 an, après c'était passé à 35 euros par mois. Ici, c'est genre des 70-80 euros en fait par mois. Donc clairement, c'est une véritable économie en fait. Donc là, la Wi-Fi est inclus, l'électricité est inclus, l'eau chaude est inclus également, le chauffage également est inclus. En fait, je ne paye que mon loyer. Et mon loyer est de $1 450. Donc $1 450, ça donne à peu près un peu plus de 900 euros par mois. Voilà pour les infos pour mon appartement, comment je l'ai trouvé, toutes les spécificités. Si j'ai oublié des informations, pose-moi tes questions directement en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, ou d'y répondre soit directement dans le commentaire, soit en faisant une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci va t'intéresser. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je te fais plein de bisous. N'hésite pas à t'abonner du coup à la chaîne, à liker, à partager et à faire tout ce que tu peux faire pour soutenir cette chaîne. J'ai trop hâte qu'elle se développe. Donc juste petit rappel, donc là je te fais des vidéos par rapport au Canada, mais je ne veux pas faire que ça va être du vlog en général, et je te parlerai beaucoup de mon activité, également de mon métier, parce que c'est carrément ma passion. Bref, il y a plein de choses à venir, donc n'hésite pas à t'abonner. Je te fais des bisous et retrouve-moi également sur TikTok. En ce moment, je suis hyper présente sur TikTok, donc retrouve-moi sur TikTok. Je te mets tous les liens en barre d'infos. Je suis également présente sur Instagram, un peu moins en ce moment, mais je te mets de toute façon tout en barre d'infos. Je te mets également mon site web, les offres pour devenir coach, tout ce qui est... bref, tout est en barre d'infos. Bisous, et à bientôt.